Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, c'est le 50e, franchement, j'étais à peu près convaincu d'aller jusqu'au 5e numéro, mais alors 50, non, ça je l'aurais pas parié, et c'est bien sûr grâce à vous. Et d'ailleurs, à propos de vous, je vais en remercier deux qui m'ont fait des dons. Log Lady, alors c'est la deuxième fois je crois que tu me fais un don, merci infiniment pour ton don. Et Gérald Duvert, alors merci immensément, d'autant que c'était un don assez important, donc merci à toi pour ton soutien. Néanmoins, je vais en décevoir quelques-uns puisque je vais passer aux films et séries vus récemment et je n'ai pas du tout suivi le mouvement général sur Vermine. J'étais un peu étonné, hein. Je voyais vraiment que c'était dithyrambique à gauche, à droite, en haut, en bas, partout. Et je l'ai lancé beaucoup trop confiant. Et j'ai trouvé ça... je n'ai absolument pas compris ce qu'il y avait de bien dans ce film. Mais vraiment, j'ai cherché quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que c'est mieux que 10 000 autres films sur la trouille des araignées? Vraiment, j'ai pas compris du tout. Et puis j'ai pas accroché quoi. Enfin, le peu que j'ai compris, ça m'a pas plu quoi, tout simplement. L'angle, le ton, la façon dont c'est rythmé, les persos, il y en a pas un qui m'a parlé émotionnellement parlant ou fait rire, parce qu'il y en a, on sent qu'ils sont là vraiment pour faire rire quoi. Ou ému, mais rien de rien. Tant pis, enfin pour moi surtout. Et tant mieux pour le cinéma de genre français quand même. Ça n'enlève rien au fait que je suis ravi que le film il est cartonné. Je sais pas s'il a cartonné en salle, je suis pas sûr. Mais le triomphe critique et public est assez indiscutable. Et donc voilà, je ne fais pas partie des heureux élus qui ont su apprécier cette œuvre. En plus de ça, vers la fin, j'ai vraiment... En fait, le film était construit de telle manière dans toute sa progression que tu t'attends pas du tout à cette fin ultra what the fuck. Et en plus j'avais vu un petit bout d'une interview du réal où il expliquait que il avait pas voulu prendre des tarentules et des trucs de ce genre parce que en réalité c'était pas ces araignées là qui queuent et que lui voulait faire quelque chose d'assez réaliste, plausible et tout. Mais ok quoi, plausible et réaliste. La dernière demi-heure du film, je veux pas spoiler mais ceux qui ont vu, on peut pas dire qu'on soit dans le réalisme. Et ça pose pas de soucis puisque c'est un film d'horreur. Moi je m'en fous du réalisme dans un film d'horreur quoi. Mais c'est bon voilà, j'ai pas trouvé ça bien, mais alors vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Mon Petit Renne, une mini-série Netflix dont on m'avait pas mal parlé. Alors là, immense coup de foudre. J'ai vu que Mireille a adoré, Tommy aussi, enfin bon, à tous ceux qui l'ont vu pour l'instant, j'ai l'impression autour de moi en tout cas, en font les éloges, et je vais là par contre rejoindre le flux quoi. J'étais pas prêt du tout. Sans rien vous spoiler, c'est donc le récit semi-autobiographique du réal et qui est également donc l'auteur et l'acteur principal, qui à une époque a été la proie d'une harceleuse alors qu'il travaillait dans un bar et s'évertuait à percer en tant que comique de stand-up, sans y parvenir du tout. J'en dis le moins possible, mais c'est incroyable, c'est assez audacieux, par moments c'est assez dur, on parle quand même d'une situation ignoble quoi. C'est assez émouvant, il y a des moments, le moment notamment où il craque pendant un de ses stand-up, et à mi-chemin on apprend un élément extrêmement important de son passé qui va expliquer le fait qu'il agit comme il agit. Parce qu'au début on se dit mais mec, mais te laisse pas faire, c'est pas possible en fait. Vraiment, il agit en débile bon sens quoi. Tout en ayant un peu conscience, mais c'est plus fort que lui, il n'y arrive pas. C'est un regard tellement intelligent sur nos faiblesses et nos besoins, des besoins, je veux dire, humains, mais qui sont inacceptables pour nous-mêmes. Donc en fait, on se les avoue même pas, on essaie de pas les voir, mais ils nous poussent à commettre des agissements qu'on ne ferait pas et qu'on dénoncerait même chez autrui. C'était vraiment remarquable. Série à la fois ultra intelligente, assez flippante. Alors pas flippante genre Misery, faut pas exagérer, mais c'est quand même extrêmement dérangeant quoi. Et on a des passages carrément durs. Voilà, donc il y a un ou deux épisodes où il y a carrément des avertissements d'entrée d'épisode.
parce qu'effectivement on assiste à des gens qui manipulent d'autres personnes, enfin c'est horrible, et surtout une fois de plus le comportement irrationnel presque de la victime. C'est tellement génial. Voilà, ça, chef-d'œuvre, une des séries de l'année, sans aucun doute, mais entre Fallout, Ripley et Mon Petit Reine, c'est incroyable. Je me suis rarement pris autant de claques, en si peu de temps. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu également, l'affaire Assunta. Là, je vais passer très rapidement, mais je vous la recommande également, une mini-série Netflix sur l'histoire totalement vraie. Hein. Alors, c'est reconstitué, hein, c'est pas un docu. Hein, de ces parents qui sont allés signaler la disparition de leur fille, une fille qu'ils avaient adoptée. Et où assez rapidement l'enquête s'est portée sur eux, en fait, sur les parents soupçonnés de l'avoir assassiné, en fait, tout simplement. Donc c'est dingue. Et deux personnes particulièrement détestables, hein, les parents, mais alors vraiment la lie de ce que l'humain peut faire. Donc assez bonne surprise ça aussi, hein, ça se regarde extrêmement rapidement. Qu'ai-je vu d'autre? Alors là par contre, voilà, je vais encore en décevoir. Love Lies Bleeding, le film un peu choc, dont on a beaucoup parlé parce qu'il avait fait scandale lors de sa projection à je sais plus quel festival, où des gens s'étaient élevés en hurlant des insultes lesbophobes ou je sais plus quoi. Évidemment inacceptable, j'allais dire. C'était juste des réactions de gros cons. C'est tout à fait condamnable. Est-ce que le film est bon? Alors, moi j'avais entendu que ouais, carrément et tout. Kristen Stewart, j'ai jamais été très fan, mais j'ai rien contre non plus. Là, on va suivre l'histoire d'amour tortueuse et torturée de deux jeunes nanas, une qui bosse dans une salle de muscu et une qui est culturiste et qui en fait fait une halte, mais elle se dirige vers Las Vegas pour essayer de remporter un concours de bodybuilding, quoi, hein, simplement. Voilà, afin de commencer sa carrière, enfin, etc. Elles vont tomber amoureuses, donc oui, alors donc c'est très, c'est l'histoire d'amour entre deux filles, hein, voilà. Et le souci pour moi, c'est que c'est un peu chiant, j'ai trouvé, alors voilà, c'est tout à fait subjectif. C'est-à-dire que j'ai pas été fasciné par la réal, contrairement à pas mal de gens. J'ai trouvé leur histoire, les deux, en fait, elles sont pas, elles sont un peu faussement, je sais pas comment dire, ça se veut destroy, mais je sais pas, ça m'a pas impressionné. Bon, et surtout à la limite, ça m'impressionne pas, c'est pas grave. Mais ça m'a pas touché, quoi. J'ai pas eu d'empathie pour aucune des deux. Du coup, m'en fichais un peu, quoi. Il y a quelques scènes que je trouve particulièrement maladroites dans l'intention, des choses comme ça. Je vais pas vous les spoiler. Voilà. Et bon, il y a des chouettes plans quand même. Tout le monde joue bien, hein, par contre. Hein, c'est pas un problème de performance d'actrice. Les deux sont excellentes. Mais les répliques et tout, et même il y a des scènes, c'est complètement. Tu sais pas en fait. Enfin, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'arrivais pas à savoir sur quel ton je devais aborder le film, en fait. Au début, t'as l'impression que c'est un peu sérieux. Après, il y a des moments où tu te dis, ok, c'est un peu tarantinesque, notamment vis-à-vis du père de Kristen Stewart. Je peux pas trop en dire plus, mais là, on est en plein Tarantino, quoi. Et puis, vers la fin, alors j'espère pour vous que vous n'êtes pas fait spoiler, parce que à un moment sur les réseaux, vraiment, ça spoilait de ouf sur la fin, quoi. Voilà, la fin, je dois dire que, ouais, j'ai pas capté le trip, quoi. Enfin, il se passe un truc, en fait, qui est n'importe quoi. Mais c'est volontaire. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, c'est Bukaru Banzai, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais du coup, tu peux plus prendre le film au sérieux du tout. Mais du tout, quoi. Donc, alors, ça veut pas dire que tu dois pas l'apprécier. Il y a plein de gens qui ont adoré, visiblement, et qui ont dit, ah, mais justement, c'est génial, parce que ça part dans un trip, voilà, fantasmé, en même temps, bon. Ouais, mais je comprends complètement, et génial, quoi. Mais sur moi, ça l'a pas fait, mais carrément pas, quoi. Donc, je trouve la fin nul. Enfin, en fait, j'ai pas du tout aimé le truc, quoi. J'arrive jusqu'au bout, hein, sans déplaisir, mais sans plaisir non plus, quoi. Sans déplaisir et sans plaisir, donc c'était un peu mort, quoi. Mais bon, bref, grosse déception, donc bon, voilà. Qu'ai-je vu d'autre? Alors, grosse déception, mais beaucoup moins que le film suivant dont je vais parler. Voilà, c'est une hécatombe sur ce JDV. Un silence, le film avec Daniel Auteuil. Je rappelle donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas trop bien que Daniel Auteuil, c'est de très loin mon acteur français préféré. Et là, mais Daniel, mais qu'as-tu fait, Daniel? Dany, même, j'ai envie de t'appeler. C'est
c'est nul et ça m'a carrément mis en colère parce que c'est donc Un silence, c'est l'histoire vraie en plus de cet avocat, ce grand avocat qui s'occupait d'une affaire extrêmement médiatisée d'abus d'enfants, etc. Et même de réseaux, enfin vous voyez le genre, et qui tout d'un coup a été lui-même accusé d'abus d'enfants, tout ça, et qui a sombré, donc, enfin, voilà, alors, c'est pas n'importe quoi. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'étais un peu prudent parce que j'avais lu des retours pas bons du tout. Mais je me disais, je vois pas trop, enfin, je sais pas, je me disais que moi, je serais plus tolérant, enfin, je sais pas. Et j'ai détesté, effectivement, alors vraiment, pour moi, ratage, mais complet, quoi, sur l'angle d'approche qui est soporifique au possible, un comble pour un sujet de ce genre. Donc en fait tu somnoles pendant le film, quoi. Et enfin je sais pas quoi à rajouter, tout est mauvais sauf Daniel Auteuil qui est très bon, mais le problème c'est que l'acteur il a beau être bon, tu lui fais faire de la merde, et je pense qu'en plus là il a été dirigé d'une certaine manière, donc en fait il est dans un jeu de neutralité en céphalogramme plat, quoi, sans doute comment dire, proche du véritable coupable, enfin du véritable avocat qui a vraiment existé, etc. Donc en fait, voilà, c'est compliqué. Néanmoins, ce qui passe pas du tout pour moi, c'est l'approche du réal. Et là, le film se termine de manière inacceptable de mon point de vue, quand tu traites un sujet aussi grave, quoi. Ça s'arrête, mais vraiment, ah putain, franchement, je me suis senti insulté, quoi. Donc c'est nul, ça creuse rien. Enfin, en fait, même ça fait même pas avancer le truc, et c'est même pas du coup c'est même pas vraiment percutant. Oh là là, mais mon Dieu, mais quel échec, mais absolu, total. Alors ça, vous pouvez vraiment vous l'épargner, je vous le déconseille totalement. Et qu'ai-je vu d'autre? Oui, je vais terminer avec une jolie surprise, Arcadian, le dernier Nicolas Cage, que vous avez été 3-4 à me conseiller par PM. Donc film de survie avec créatures, monstres, etc. Post-apo, mais en fait ça se voit pas vraiment, donc on n'est pas post-apo mode comment dire, des villes entières en ruine avec Mad Max, etc. Pas du tout, on est juste en fait dans la cambrousse avec une forêt, une ferme et une cabane, quoi. Enfin une maison rafistolée, quoi. Donc c'est tout petit budget, vous m'aurez compris. Mais en fait, je sais pas trop quel argument vous sortir, mais moi j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je disais, il n'y a pas beaucoup de moyens, les créatures elles sont, à défaut d'être extraordinairement bien faites ou extraordinairement visibles, parce que voilà, ça coûte du pognon, donc voilà, donc on les aperçoit puisqu'on les voit, ou quand on les voit c'est en shaky cam de ouf, donc en fait tu vois pas grand chose. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la façon en fait dont on suit ce père avec ces deux gosses, quoi. Donc ces deux ados, et ils essaient de survivre, et notamment donc la nuit, il faut se barricader parce que il y a ces choses qui attaquent. J'en dis pas plus, mais moi je suis rentré dedans, je me suis dit Nicolas, qu'est-ce que ça va être, et en fait j'ai bien aimé. Vraiment, ce mec, il est incroyable, Nicolas Cage, sans déconner. Moi, je vois pas d'exemple d'autres acteurs, en fait, de son rang quand même, quoi, qui enchaînent des films qui ont tellement rien à voir. Je trouve ça fabuleux. Et qui tournent beaucoup. Et le mec, il tourne, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Donc moi, celui-là, voir ça après, Dream Scenario, tout ça, je trouve ça génial. Absolument génial. Et celui-là, vraiment, je l'ai bien aimé. J'ai pas trop fait gaffe aux critiques qu'il a, les moyennes, tout ça. Mais moi j'ai passé un bon moment, je le reverrai pas, c'est pas à ce point-là, mais j'ai bien aimé, voilà. Et ça te conclut les choses vues récemment. Je passe donc aux questions, et je m'excuse pour l'assassinat de Annie Lennox dans la dernière vidéo. Je ris, mais j'ai honte, c'est nerveux. Je suis ravi, fait-on le fait qu'elle soit en vie. Voilà, je croyais qu'elle était décédée d'un cancer, ou je sais plus quoi, mais n'importe quoi. Et en fait, je crois que j'ai confondu avec, parce que je suis pas fan du tout de Eurythmics, donc voilà. Et d'ailleurs, je suis pas non plus affirmé son décès. J'ai juste dit, je crois, il me semble qu'elle nous a quittés. J'étais resté digne.
En fait, j'ai confondu avec la chanteuse de Blonde aux cheveux courts aussi, et d'un duo pop aussi. Enfin voilà, j'avais toutes les excuses du monde. Roxette, voilà, la chanteuse de Roxette, qui elle par contre est décédée. Enfin donc voilà, vraiment désolé, vous avez été pas mal à me dire. Non Alex, toujours vivante. Même si c'est vrai que de toute façon le rythmique c'est terminé depuis bien longtemps. C'est là que je vais apprendre que non, ils viennent de sortir un disque et ils sont en concert demain chez toi. Je passe aux questions. Est-ce que tu as vu le film Le Traître de Marco Bellocchio sorti en 2017 ou 2018? Je l'avais vu, je l'avais adoré. Vraiment, mais vraiment. Oui, c'est l'histoire vraie de ce mec hyper important de la mafia. C'est génial. Si vous l'avez pas vu ce film, Le Traître, c'était très très bon, beaucoup aimé. En plus, ça relate des faits réels. Donc, mais c'est tellement passionnant parce que ça te fait vraiment pénétrer une certaine partie en fait de ce milieu-là, quoi. D'où te vient cette passion pour les jouets, les figurines en tout genre? Alors en tout genre non, hein, parce que moi j'ai des amis qui sont vraiment des passionnés de jouets et c'est pas la même chose, hein. Voilà, c'est des gens qui investissent infiniment plus et voilà. Non, moi c'est juste que j'en ai plein parce que je trouve ça super cool. Mais toi, par exemple, je n'achète que ceux pour qui j'ai des rendez-vous de cœur et tout, quoi. Des fois, il y a des trucs qui sortent et que j'attends, et quand ça sort, je trouve ça bof, je suis déçu, et voilà, j'y vais pas, et voilà. Donc, après, oui, c'est lié à l'enfance, c'est sûr, et j'ai gardé en moi une part d'enfant par rapport à l'objet. En fait, c'est pas, évidemment, je ne joue pas, mais et puis c'est pas vraiment des jouets, c'est plus des figurines, des trucs comme ça. Mais il y en a quand même qui sont des figurines à articuler qui pourraient être considérées comme des jouets, quoi. Mais ça me fait du bien. Voilà, je sais pas comment dire. Voilà, ça va peut-être avoir aussi avec le fait que le jouet finalement à la base, c'est un outil d'échappatoire en fait, enfin un outil pour échapper à la réalité en fait, enfin au quotidien, à la vie, etc. Si tu joues, donc tu t'imagines que tu n'es plus dans le monde réel, enfin tout un truc comme ça. Donc c'est peut-être un rappel de cette mécanique en fait psychologique, plus que des trucs voilà. Et je trouve ça beau en fait, vraiment je trouve ça beau. Voilà. À propos de Nicolas Sirkis, oui bien sûr. Je me rappelle de l'avoir vu parler de ses habitudes alimentaires pour se garder en forme. T'a-t-il conseillé le même régime? Parce que franchement, j'ai 54 ans et moi, ça se voit. Oui, Nicolas. Alors, moi j'ai rencontré Nicolas en 98, donc c'était avant l'album, juste avant, il terminait l'écriture de l'album Dancetaria. Ça commence à faire sacrément longtemps. Comment dire, il était déjà, il avait déjà un régime alimentaire qui est le sien, enfin en particulier. Et il y a des trucs qu'il ne bouffe pas, tout ça. Il y a aussi tu dis les graines, les compotes, et le thé aussi, toutes les boissons, les herbes, les infusions, et tout comme ça. Et puis une nourriture totalement contraire. Mais c'est aussi ce qu'il aime. Hein, c'est pas autopunitif du tout. Hein. Et voilà. Par contre, oui, ça lui réussit de ouf. Mais alors, il y a ça et il y a aussi le côté héréditaire, parce que il tient aussi clairement. Je pense que c'est un peu comme moi. Hein. Moi, quand je regarde mon père et ma mère, ils ont toujours fait plus jeunes que leurs âges. Et ma mère, elle fait encore plus jeune que son âge actuellement. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi un peu coup de bol, quoi. Mais bon, même si, évidemment, ça nous rattrapera tous tôt ou tard. Que penses-tu du chanteur Brian Ferry, de morceaux tels que Kiss and Tell, I Put a Spell on You, ou bien encore Don't Stop the Dance? Oh là là, c'était tellement fabuleux, Don't Stop the Dance, qui font très MTV. J'adore Brian Ferry, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. J'adore même beaucoup plus en solo, je veux dire, que Roxy Music. Même si y a des tueries dans les deux carrières. Voilà. Et je vais parler il y a pas très longtemps d'un best-of de Brian Ferry que j'ai et que j'adore. Moi qui suis pas très fan des best-of, mais celui-ci, il y a que des chefs-d'œuvre. Et voilà. Donc j'aime beaucoup Brian Ferry. Connais-tu le groupe mexicain de Dark Electro Hocico? L'album Tiempos de Furia est une dinguerie. Je ne connais pas du tout. Je connais de nom grâce à mon épouse qui elle connaît et écoute. Donc je pense pas qu'elle adore tout, mais je sais que plusieurs fois elle m'a fait écouter des trucs. Elle m'a dit ça c'est aussi cool, etc. machin. Et il y avait des trucs qui étaient cool, très cool en effet. Donc moi je connais pas et j'en aurais jamais entendu parler si ma femme n'écoutait pas. Quel est ton ordre de préférence parmi les compositeurs de films suivants? Hans Zimmer, Ennio Morricone, Vangelis, John Williams, Maurice Jarre? Alors mon top va vraiment avoir aucune valeur parce qu'il n'y en a aucun dans la liste à part John Williams que j'adore, dont je suis fan, tu vois.
Voilà, moi j'ai déjà dit, mon compositeur préféré c'est Philip Glass, de très très loin. Et après, il y a des musiques de films que j'adore, mais c'est pas tellement, comment dire, ça veut pas dire que je vais adorer tout ce qu'a fait le compositeur pour tous les films dans sa carrière. C'est juste que voilà, sur ce film-là, j'adore. Là, je sais pas avec qui je parlais de la soundtrack de Amenabar là, pour les autres, une bande son extraordinaire également. Bref. Donc là, je dirais John Williams, bien sûr. Ensuite, je dirais Ennio Morricone. Et après, je suis pas très fan. Je vais dire Vangelis. Et puis encore après Maurice Jarre et encore après Hans Zimmer. Mais c'est vraiment, je suis pas client, quoi. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils font du mauvais boulot, hein. Mais ça veut dire que quand je vais regarder les films pour lesquels ils ont fait des œuvres musicales, je vais pas sortir de la salle en me disant je me jette sur la soundtrack immédiatement. Tu parlais des superbes reprises de Marilyn Manson. Que penses-tu de celle de Hurt, de Nine Inch Nails par Johnny Cash? Eh ben, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse et en plus elle est super touchante. Putain, c'est avec qui que j'en parlais il y a pas longtemps? Je crois que c'est avec Steve. Ouais, c'est sûr, c'est avec Steve. Parce que le contexte il est vraiment particulier, quoi. On avait cette reprise d'une légende, quoi, et vraiment en fin de vie totalement, quoi. Et c'est enfin le clip est bouleversant, par exemple, parce que du fait qu'il est Johnny Cash et qu'il a l'âge qu'il a à l'époque. Les mots, quoi, et la voix aussi. Il a la voix, c'est merveilleux, magnifique. Et je me souviens d'ailleurs d'une interview de Trent Reznor qui avait raconté avec beaucoup de franchise, quoi, que sur le coup, quand on lui avait parlé de ce projet de reprise, il avait, tu ne dis pas non, hein, évidemment, de toute façon, enfin, tu n'as rien à dire, tu t'inclines, quoi. Mais il était contrarié. Il était contrarié parce que pour lui, c'était une chanson tellement personnelle. Il n'avait pas envie que quelqu'un d'autre se l'approprie, en fait. Ce que je peux complètement comprendre. Hurt, moi, quand la première fois que j'ai entendu, la première fois que j'ai écouté dans Spiro et que j'ai entendu Hurt, waouh, quoi, j'étais scié, quoi. On m'aurait dit, est-ce que c'est une chanson qui peut être reprise par un autre artiste que Trent Reznor? J'aurais dit, mais jamais de la vie. Enfin, ça va être une catastrophe. Mais là, Johnny Cash, il se l'est approprié, mais complètement, et elle est extraordinaire. Et voilà, et Reznor d'ailleurs avait dit que par la suite, il avait adoré la reprise de Johnny Cash. Je n'ose pas imaginer ton avis sur Generation Swine de Motley Crue. Putain, je crois que c'est le pote Captain Crochet qui m'avait posé ça. C'était suite aux propos extrêmement violents que j'avais tenus dans le précédent journal de vlog sur l'album éponyme de Motley. Mais détrompe-toi, parce que le Generation Swine, bon, je pas adoré, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai préféré 1000 fois l'album éponyme, à tel point d'ailleurs, et je l'ai même sorti pour te montrer, parce que bon, j'ai l'album évidemment. Mais il y a une chanson que j'adore sur ce disque, c'est Afraid, et j'ai le maxi de Afraid ici. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait c'était un truc limité, et t'as le Swine Mix, Lava Mix, et c'est donc des mix complètement ouf. Et cette chanson je l'adore, Afraid de Motley Crue. Voilà, maintenant le reste de l'album c'est pas extraordinaire, mais je le trouve bien moins mauvais. Là, effectivement, il tentait des trucs et tout. Après, j'ai vu que Vince Neil, il en a honte. Il a donné une interview il n'y a pas très longtemps où il dit que pour lui, c'est vraiment... il comprenait rien, en fait, à cette époque-là, à ce que essayait de faire le groupe, artistiquement parlant. Après, bon, l'avis de Vince Neil, hein. Comme je te sais grand amoureux de cinéma d'horreur et d'épouvante, je me demandais si tu avais déjà vu le film anglais The Appointment. Oui, de Lindsay C. Vickers, datant de 81. Pour moi, un vrai petit chef-d'œuvre. Étrange et profondément angoissant, très méconnu car longtemps peu distribué et donc quasiment invisible. Je l'ai découvert l'année dernière au moment justement où il est sorti en DVD, etc., restauré et tout ça, et où forcément il a leaké partout. Et je l'avais jamais vu, donc un soir je l'ai tenté et je pense que j'en attendais beaucoup. Donc je peux pas dire que j'ai rejoint j'ai vu, il y a une vidéo là, le Coin du Bis qui a fait une vidéo excellente d'ailleurs sur ce film là il y a quelques jours. Moi j'ai pas été époustouflé ou même envoûté et tout comme certains, mais le film il est super audacieux, il est ultra cringe. Enfin moi la relation entre le père et la fille, alors sans trop spoiler, pour ceux qui voient pas du tout de quoi je parle, ça raconte l'histoire en fait d'un couple et de leur fille, et la relation entre le père et la fille est extrêmement malaisante. Donc c'est la fille adore son père, déteste sa mère, mais déteste en forme jalousie. Il n'y a rien qui est suggéré suffisamment flagrant pour qu'on se dise au bordel. Mais la fille n'aime pas son père d'un amour sain et normal. Enfin, voilà, ça c'est sûr.
Et c'est extrêmement bien écrit, bien joué, c'est ultra malaisant, c'est toujours sur fil du rasoir. Et elle, cette fille-là, donc, a un concours, enfin une espèce de cérémonie, tout ça, et où où son père devait assister, évidemment. Et il lui annonce que la veille, qu'il est obligé de prendre la voiture et de partir 2 jours, je crois, pour le boulot, et que donc il va manquer ce truc. Et elle le prend extrêmement mal. Et pendant ce temps-là, en fait, on va assister aussi à des événements, qui sont complètement irrationnels, un peu étranges. Il y a la visite des chiens la nuit, là, ça j'ai adoré. Il y a pas mal de choses on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et le film fait en sorte de pas trop répondre. Et donc faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Bon, la fin répond en partie, mais même là il y a plein de choses qui sont pas claires. Et voilà, c'est un film d'ambiance sur plein. C'est pas spectaculaire par exemple, mais c'est très daté. Alors la réal ultra daté. Mais moi j'ai bien aimé, j'aime bien. Surtout cette période-là, moi daté, j'aime bien du coup. J'étais un peu surpris que ça ait autant bidé, parce que c'était le premier film, j'ai bien compris, de ce réal, et par contrat, alors on lui avait rien promis, mais si ça fonctionnait convenablement, il était supposé enchaîner sur toute une série de films d'horreur pour la télévision, et en fait comme ça n'a pas marché, ça a été annulé. Et le plus triste, c'est que ce mec-là, si j'ai bien compris, n'a plus jamais fait de film. Aujourd'hui, il est beaucoup trop vieux. Enfin, c'est horrible, quoi. Toute une vie, un rêve de vie, j'imagine, qu'elle est tombée à l'eau. Et donc voilà, j'en ai beaucoup parlé, mais ouais, c'est vrai que c'est un petit film un peu barré, vraiment sympa, The Appointment. Est-ce que tu connais le groupe de metal de Ice-T, Body Count, dont je suis immensément fan? Bien sûr, mais lol, mais enfin, je suis tellement vieux que j'ai vécu la naissance de Body Count, et je suis tellement vieux que j'étais fan de Ice-T, surtout bien avant. Moi, Ice-T, vraiment, j'adore. Chaque fois que je parle de ce qui me plaît en rap, il y a son nom qui ressort au milieu d'une liste, d'artistes. De Tower, tout ça, mais qu'est-ce que j'étais fan, et la voix aussi. Donc Ice-T, pour moi, c'était un des boss du rap US, des années 80, tout ça. Et j'en parlais également avec Steve d'ailleurs, du coup, c'est complètement fou ces coïncidences. On avait parlé de Rage Against the Machine et du fait que la même année, c'était la naissance de Body Count, qui était dans un style musical totalement en phase avec Rage Against the Machine, qui venait de sortir son premier album. Et voilà 2 albums excellents, quoi. Le premier Body Count et le premier Rage Against the Machine. Des albums de haut calibre et qui cognaient dur, quoi. Donc pour moi, Body Count, c'est vraiment ultra quali, quoi. Même le dernier, en fait, je suis pas hyper fan comme toi, par exemple, visiblement, mais quand il y a un album qui sort, j'écoute. Parce que c'est toujours super intéressant. Il y a toujours 2-3 morceaux que j'adore. Pour les recos express, revois-tu juste avant l'enregistrement de tes chroniques le film en question où tout est basé sur tes souvenirs? Je crois que je t'avais répondu en direct quand tu m'as envoyé la question. Ça dépend, en fait, ça dépend, puisque y a des films où vraiment j'ai pas besoin. Toi, par exemple, Condorman, pas besoin de le revoir une 49e fois pour savoir et en parler, etc. Après, il y a des films, par contre, où je les revois avant, parce que je me fais moyennement confiance et que ma sensibilité, mon ressenti peut avoir changé et évolué au fil des années. Avec d'ailleurs des fois le piège, en fait, c'est d'être déçu. Et il y a pas longtemps, j'ai annulé. Je voulais parler d'un film, je l'ai revu et je vais pas exagérer en disant que je me suis pris une douche froide, mais ça m'a vachement moins plu que la première fois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment t'as envie de le recommander, quoi? Et non. Voilà, c'était l'adaptation de Couple modèle de Stephen King, que j'ai en DVD d'ailleurs, et que j'avais adoré la première fois, mais je m'en souvenais. Je me suis dit, vas-y, revois-le. Et je l'ai revu et je me suis dit, c'est pas. En fait, c'est pas. Ça se regarde, mais c'est pas. J'avais pas envie de le. Je me sentais pas de le recommander, quoi, parce qu'il y a trop de trucs qui sont quand même bof, quoi. Notamment au niveau du jeu de l'actrice principale. Donc ça dépend en fait, tout simplement. Que penses-tu de Internal Affairs, affaires privées en français avec Richard Gere, réalisé en 90 par le très sous-estimé Mike Figgis, un petit chef-d'œuvre du genre pour James Ellroy et moi. J'adore Affaires privées, revu il y a pas très très longtemps d'ailleurs.
Et Richard Gere, enfin je dis Gere parce que à chaque fois que je dis Gere on me fait mais non c'est pas Richard Gere, alors que si, mais bon c'est vrai qu'en France on dit Gere. C'est un mec que j'adore et je trouve qu'il a fait un nombre de bons films incroyables ces 20 dernières années, dont on parle pas du tout assez. Donc franchement dans les prochaines Reco Express par exemple, c'est évident que je vais au moins parler de 1 ou 2 films avec Richard Gere, c'est obligé. Donc voilà, je n'ai manqué aucun journal de vlog depuis leur création, et tu n'as jamais parlé du groupe allemand The Twins. Est-ce que tu connais une pop électro très années 80? Ouais, je connais, ouais. Et non seulement je connais, mais j'ai plusieurs albums. Ah oui, ça fait très années 80 puisque ça date des années 80. C'est une bonne raison. Alors mon préféré, j'adore cette pochette. C'est celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci, une pochette ultra années 80. Et enfin celui-ci, pochette ignoble mais album excellent. Donc voilà, donc j'ai ces trois-là. Je sais qu'ils ils se sont reformés et ils ont ressorti un album il y a pas très longtemps, mais je ne l'ai pas écouté. Mais il y a des trucs géniaux là-dessus. Moi j'avais découvert, alors par contre dans les années 80 je connaissais pas, hein, je vais pas mentir, hein. On n'en parlait pas en France, enfin les disques se trouvaient pas, c'était purement germano-germain, et donc j'ai découvert dans les années 2000 avec Face to Face, je pense, Face to Face, Heart to Heart, quelle tuerie, et le clip, voilà, là, vous devez voir ce clip les amis. C'est surréaliste, j'adore. Donc voilà, donc oui, j'aime beaucoup. Il y a un côté très froid, c'est très cold, quoi. J'adore. Qu'as-tu pensé du film autrichien Schizophrénia? Je l'ai vu mais il y a longtemps. Je me souviens que c'était ultra glauque, une histoire vraie, il me semble. Enfin en tout cas la base, c'était peut-être un peu romancé mais c'est une histoire vraie. Et que c'est vraiment hyper malaisant. Ça m'avait vraiment mis mal quoi. Voilà, mais c'est très bon du coup. Enfin c'est un peu culte je crois comme film. Voilà, alors pas revu hein, par contre. Donc je ne pourrais t'en dire beaucoup plus, mais de mémoire ce que j'en ai pensé c'est que c'était une putain d'expérience. Ton avis sur Stir Crazy du légendaire Sidney Poitier? Es-tu plus Wilder ou Pryor? Je me souviens plus du titre français qu'on avait, mais je me souviens extrêmement bien l'avoir loué au vidéoclub et avoir adoré ce film. Puis l'avoir revu il y a 5 ans, 6 ans et avoir été extrêmement déçu. Vraiment, ça m'a même pas fait rire et tout. Alors qu'à l'époque, je l'avais adoré, je trouvais que c'était à hurler de rire, il y avait plein de répliques qui me faisaient me plier en deux. Et ça m'a, voilà, une énorme déception. Oh là là. Puis Prayer, c'est quand même compliqué son jeu des fois. Putain, c'est vraiment pas subtil. Je sais pas. Il y avait ça. Il y avait un autre film aussi avec les deux. Je crois qu'ils ont fait 2 films ensemble. Je ne sais plus. Faudrait que je vérifie. As-tu vu Silverado? Que penses-tu du film de Kasdan? Silverado, j'ai vu et j'ai adoré. Wyatt Earp aussi d'ailleurs de lui. Et le seul autre que j'ai vu qui me vient en tête comme ça et qui m'a vraiment déçu, c'était le Stephen King Dreamcatcher. Là pour moi il s'est viandé. Mais sinon c'est un super réal, surtout un super scénariste. Mais Silverado c'est fabuleux. Wyatt Earp aussi. Hein. Enfin moi c'est peut-être les 2 préférés que j'ai vu de lui. J'ai pas tout vu de lui. Hein, par contre. Hein, pas... J'ai 2 teams Platoon ou Platon. Je préfère revoir Platoon que relire Platon. Voilà, ça va être clair. Team fromage ou dessert. Alors voilà, ça c'est quelqu'un qui, je pense, réagit à mon team Schopenhauer Nietzsche. Dessert, hein, dessert. C'est pas que j'aime pas le fromage, mais à choisir entre un plateau de fromage et un plateau de dessert, la question elle est vite répondue. Merci pour la recommandation de Rentepal. Est-ce que tu aurais d'autres chefs-d'œuvre du cinéma indépendant de ce genre à me conseiller? Non, parce que c'est vraiment unique Rentepal. Pour moi, c'est incomparable. Alors, dit-il, alors que genre il y a 2 semaines il l'a comparé avec Late Night with the Devil. Mais donc oui, en fait, Late Night with the Devil, je pourrais te recommander, mais c'est quand même différent. Hein. Donc voilà, ça veut pas dire que tu vas aimer, mais il y a des, voilà, c'est un autre gros coup de cœur de film indépendant qui a une vraie personnalité, qui tape juste de ouf et qui est amené à. En fait, c'est le genre de film, une fois que tu l'as vu, tu l'oublies plus. C'est pas si fréquent. Voilà, c'est vrai que Rentepal ça me l'a fait et Late Night with the Devil ça me l'a fait, et Rentepal quand je l'ai revu la 2e fois ça s'est ancré définitivement, c'est qu'en fait ça tous mes ressentis au premier visionnage se sont renforcés et je me suis dit ok c'est plié, c'est un chef-d'œuvre, enfin voilà c'était. Et j'ai le même pressentiment pour Late Night with the Devil que je vais revoir je sais pas quand, mais faut que je le revoie, ça c'est sûr, en connaissance de cause quoi.
Et je suis certain que je vais voilà, que ça va être plié aussi, quoi. Il y avait Psycho Gorman, mais c'est une comédie, enfin c'est une comédie trash qui a été un immense coup de cœur pour moi, etc. Mais immense, hein. J'ai adoré, je cassais les burnes de tout le monde avec. J'ai le coffret avec les stickers, j'ai même la figurine de Psycho Gorman, enfin bref, voilà, donc je te recommanderais ça aussi, mais attention, hein, là il y a de l'humour et tout, mais c'est tellement trash, et c'est tellement drôle. Enfin, moi j'ai adoré Psycho Gorman. Donc voilà, quel est ton film d'amour ou scène d'amour qui t'a ému, ta chanson d'amour favorite, un livre sur ce thème qui te fait écho, bref, l'amour dans l'art t'inspire-t-il? Alors m'inspire-t-il? Non. M'attire-t-il? Non plus. Enfin, c'est pas l'amour. Tu vois, par exemple, quand je regarde les œuvres littéraires ou cinématographiques que j'ai dans mon bureau, les romans d'amour, j'en ai aucun. Donc comme ça, c'est réglé. Alors ça veut pas dire que j'ai pas de roman où il est question d'amour, mais c'est pas des romans d'amour, enfin on peut pas dire ça, tu vois. Ça ne parle pas d'histoire d'amour, voilà, c'est ça que je veux dire en fait. En film, j'en ai extrêmement peu, parce qu'il y en a extrêmement peu que j'apprécie, en fait, tout simplement. Mais il y en a deux que j'adore et que je ressors à chaque fois, que j'en ai la possibilité, donc là tu me tends la perche et je la saisis avec brio. Mon film favori, celui qui m'a le plus ému et qui est réellement au sujet d'une histoire d'amour et que je vénère et tout, c'est Frankie et Johnny avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer. Sublime film, découvert je crois sur Canal+. Et j'avais envie de pleurer et tout, j'étais ému. Et voilà, j'étais ému là, putain. Un autre film où j'étais extrêmement ému, que j'adore et qu'un des plus beaux films sur une histoire d'amour, avec donc Frankie et Johnny, c'est Éclair de lune avec Cher et Nicolas Cage. Hop, voilà. Ça c'est magnifique, magnifique ce film. Cher, elle est tellement... Elle crève l'écran, quoi. Elle est extraordinaire. Et Nicolas Cage aussi. Enfin, là pour moi, c'est deux tandems, là, ces deux duos dans ces deux films. C'est des exceptions parce que souvent, je suis pas très, je sais pas. Il y a toujours un truc qui fait que bon, je suis pas ultra bouleversé. Je sais pas. Ça dépend. Après en chanson, il y a tous les slows de heavy metal que j'adore, où je pourrais dire que c'est des chansons d'amour, mais bon, c'est pas oui. Après je suis pas les chansons d'amour de Whitney Houston ou Mariah Carey, non, ça c'est sans moi, c'est sûr. Voilà. Je crois que tu ne connais pas trop Tina Fey et Amy Poehler, mais as-tu quand même vu le film Sisters de 2015, sorte de teen movie avec deux quadras? Le pitch est marrant. Non, non, j'ai pas vu du tout. Je suis allé vérifier que ça me rappelait rien du tout quand j'ai vu ta question, et non, c'est sûr que ça me dit rien de rien, donc je l'ai pas vu du tout. Donc je me suis noté sur l'interminable liste de suggestions pour lui donner sa chance, un de ces quatre, pour voir un petit peu. Après j'ai un peu peur que ce soit trop comédie, mais je suis peut-être con, c'est peut-être. Enfin voilà, on verra. Et on termine avec les 10 questions de Rudy, le comeback, le retour de la revanche. Il n'est pas content. Tu préfères écouter de la musique en voiture, en vélo, en bateau, en avion, en marchant ou en faisant le ménage? N'importe quoi. Non, j'écoute de la musique au bureau, chez moi, assis, tranquille. Enfin tranquille, ça dépend ce que j'écoute. Mais non, j'écoute même en voiture. À un moment, j'écoutais un peu en voiture, mais je fais pas vraiment, en fait, plus vraiment. Et après en marchant quand j'étais jeune, parce que je me déplaçais jamais sans mon Walkman avec mes petites cassettes de compile de chansons de mes vinyles que je faisais chez moi. Et quand j'allais au bahut, quand j'entrais le soir, j'avais quand même, je marchais 20 minutes, après j'avais un quart d'heure de RER, après j'avais encore 20 minutes de métro, et après j'arrivais au bahut. Et le soir, rebelote. Donc je peux te dire que j'avais le temps de m'écouter de la musique, et j'en écoutais tout le temps. Donc oui, en marchant, du coup, on pourrait dire. Tu préfères le look all white de Michael Jackson dans Captain EO ou son look all black dans Bad? All black dans Bad de ouf. J'avais déjà dit plusieurs fois que j'adore ce look, il est magnifique. Dans Captain EO, il est génial aussi, mais c'est tellement Disney, quoi, il est blanc avec son arc-en-ciel et tout, mais c'est génial, hein, ça lui va super bien, de toute façon tout lui allait, donc... Mais je préfère, oui, bien sûr, je préfère 1000 fois Bad avec les 400 000 boucles, tout. C'était tellement what the fuck. Oh, c'était génial. Team Management ou Team Tame Impala, deux artistes dont je suis pas fan. Voilà. Là, j'ai vraiment du mal à choisir. Tame Impala, dans le dernier Justice, j'aime beaucoup, mais c'est du Justice. Et sinon Management, ouais, il y a quand même 2-3 morceaux que j'aime beaucoup, donc je vais dire Management. Mais je suis pas fan non plus, hein, j'ai aucun disque. Mais voilà.
Quelles sont les plus grandes qualités de la série télé L'incroyable Hulk pour toi, à part bien sûr l'incroyable et magnifique thème Lonely Man de Joe Annelly. Cette musique qui t'arrache des larmes, quoi. Et ben pour moi, les plus belles qualités de cette série, c'est sa mélancolie, sa douce noirceur, quoi. Il y a vraiment quelque chose de tellement pessimiste dans cette série. Oh là là. C'est ça que j'adorais quand j'étais gamin. J'étais hypnotisé, quoi. Et les acteurs, parce que pas oublier Lou Ferrigno, même si Lou Ferrigno, il m'impressionnait vachement, hein. Je me disais putain, c'est Hulk et tout. Mais même ce que je trouvais génial, c'était que ce soit Bixby ou Ferrigno, et les deux, ils étaient super touchants. Même la créature était touchante, quoi. T'avais peur pour elle. J'avais tout racheté en occasion, donc je les ai là d'ailleurs, en DVD, toutes les saisons. Plus tous les téléfilms. Alors oui, je sais, il y a des téléfilms, c'est vraiment pas bon. Mais c'est pas grave, j'avais envie de tout revoir. Et je me suis arrêté, je sais plus à quelle saison. Il doit m'en rester une saison et demie encore à regarder. Voilà, ça, j'avais fait un break il y a quelques mois. Parce que j'avais fait une overdose. Je m'étais vraiment, c'est comme avec les bombettes là. Je enchaîner les épisodes comme un porc. Et à un moment, j'en pouvais plus. Mais voilà, c'est une de mes séries préférées de mon enfance, hein, ça c'est certain. Et je la trouve géniale parce qu'elle est très intelligente. Alors on va toujours me trouver quelques épisodes qui sont un peu bidons, mais il y avait quand même des épisodes où on parlait de la maltraitance envers les enfants. Enfin, cet enfant battu, je me souviens, je sais plus quel épisode, c'était horrible, ça m'avait tellement marqué. Ou la violence faite aux femmes aussi. Enfin, il y a plein de choses. Et puis la résignation et en même temps la persévérance. Enfin, c'est une série là-dessus, quoi. Et cette série est tellement quali en réalité, quoi. C'était super étonnant d'ailleurs. Et je me souviens d'une interview du réal, parce que là, maintenant, si vous regardez sur YouTube et que vous cherchez, vous allez voir qu'il y a plein de docus sur cette série qui est culte à mort, quoi. Et je me souviens d'une interview où le créateur de la série disait à quel point ça avait été quand même un peu difficile de convaincre les studios de son approche, en fait, du fait qu'il n'allait pas faire une série comme Wonder Woman, par exemple. Très légère, très fun, bande dessinée, machin, et que là il allait prendre le personnage de Hulk, sa mythologie, tout ça, quoi, mais la traiter d'une façon dure, quoi. C'était fascinant. Quel chef-d'œuvre. Mais donc je dirais ça. Je dirais que pour moi, les plus grandes qualités, c'est sa mélancolie, sa tristesse. Quel père aurais-tu préféré avoir entre Dark Vador, Dark Vador, non, J.R. Ewing, un peu moins pire, mais pas beaucoup moins pire. Bobby Ewing, alors trop glisse. Charles Ingalls, le professeur Procyon, Ulysse 31, Monsieur Drummond, Cliff Huxtable, Tony Micelli, Oncle Phil, Al Bundy. Et Homer Simpson. Voilà, c'est la crème de la crème. Non, tu m'as mis à la fois du pire et du meilleur. Hein, donc il faut savoir extraire le meilleur. Et moi, le père dont j'ai rêvé à une époque, mais vraiment, hein, quand j'étais enfant, c'était Ulysse 31. Je me disais, putain, il a trop de chance, Télémaque, et son père, il est génial, tellement intelligent, en même temps, il le laisse apprendre par lui-même, et en même temps, il est une référence, et en même temps, il est courageux, et en même temps, il perd jamais son sang-froid, et en même temps, oh putain, il était vraiment Ulysse 31, voilà. Mais bon, personnage de fiction totale, animé en plus. Donc, Ulysse 31, et sinon, non, mais personne en fait. Al Bundy, bon. Bref. As-tu écouté Hyper Drama, le dernier album de Justice, et quels sont les titres préférés si tu as aimé l'album? Bien sûr, je l'attendais de pied ferme, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, et je suis un tout petit peu déçu parce qu'il y a des morceaux que j'aime pas. Et il y a certains trucs comme ça, tu sais, t'as ta barre d'attente est tellement haute que bon, voilà. C'est comme avec Ghost, tu vois, Ghost, s'il y a une chanson un jour sur un album de Ghost que vraiment j'aime pas du tout, je vais être choqué de ouf, je vais tout casser. Très drôle. Donc là, ouais, il y en a au moins 3 que vraiment j'aime pas trop, je trouve pas intéressant, je me dis mais pourquoi faire? Donc voilà. Après, alors j'ai eu au moins 3 coups de foudre dingues. After Image, je crois que c'est ma préférée, mais somptueuse, je pourrais en pleurer tellement elle est belle. Incognito, pareil. Et Saturnin. Voilà, c'est les 3 morceaux, si vous voulez ma petite reco. Sur le dernier Justice, c'est les 3 chefs-d'œuvre, quoi. Pour moi. Après, le reste c'est très bien. Il faut que je réécoute aussi. Hein. Il vient de sortir. Mais
C'est vraiment ces trois-là magnifiques. Est-ce que pour toi, les plateformes de streaming ont fait plus de mal ou de bien aux artistes et à l'industrie de la musique? Alors, comme le disait, je sais plus quel immense artiste, il y a même pas une semaine encore. Merde, c'était qui avait dit ça? Quelqu'un qui est énorme, hein, donc je sais pas, je sais plus qui. Mais qui est pas concerné, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu tellement que bon. Mais il disait, je trouvais ça très juste, très vrai, donc que le streaming a définitivement non seulement fait du mal, point barre, en fait, mais tué énormément d'artistes qui jusque-là pouvaient vivre de leur musique grâce à l'industrie telle qu'elle existait avant le streaming. Et même moi, le nombre d'artistes ou de groupes qui ont coulé quand la vente en support physique a coulé, c'est hallucinant, quoi. Ne serait-ce que dans la scène heavy metal, plein de groupes qui, sans vendre suffisamment d'albums pour être riches, en vendaient par contre suffisamment dans le monde pour vivre, vivre normalement, et qui aujourd'hui ne peuvent plus du tout vivre de leur musique, plus du tout, puisque ils ne vendent plus rien en physique, et que ce que leur reversent les plateformes de streaming, LOL, quoi, enfin on en parle régulièrement, mais donc ils ont à peine de quoi, il y a plus rien de toute façon, ça rapporte rien, on va dire, voilà, pour résumer. Si tu n'es pas Taylor Swift ou je ne sais qui, bon. Donc voilà, donc c'est super triste, c'est une catastrophe absolue pour l'industrie de la musique en tant qu'industrie, tout simplement. Mais voilà. Bon, et il n'y aura pas de retour en arrière, évidemment. Donc plus jamais, en fait, il sera à ce point facile pour autant d'artistes de vivre. Parce que oui, tu auras toujours les gens qui sont à la mode dans l'époque là, et qui en fait vont cumuler tellement de streams et de machins que oui, ils vont s'enrichir aussi, évidemment, faire des tournées, surtout ça qui rapporte de la thune quand même, etc. Mais c'est beaucoup plus inégal. Voilà, il y a beaucoup plus de fossé entre les artistes qui gagnent vraiment rien, quoi, et ceux qui sont tout en haut, quoi. Team Theme de K2000 ou Team Theme de Tonnerre Mécanique? Je dirais Team K2000 parce que ce putain de générique qui te restait dans le crâne, c'était terrible. Mais mon thème favori de ce genre de série, c'est Magnum. Magnum, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, chef-d'œuvre. Bref. Qu'est-ce qui te manque le plus des années 70, 80, 90? Oh non, mais qu'est-ce que c'est cette question qui va nécessiter 8 jours pour répondre? Et qu'est-ce qui te manque le moins? Ce qui me manque le plus, c'est un petit peu, ça va rejoindre un tout petit peu ta question précédente, c'est l'attente, le fait qu'on avait le temps d'attendre et des œuvres d'art, des choses comme ça. Quand tu voyais une bande-annonce au cinéma, en fait c'était le fait qu'il n'y ait pas internet, voilà, tout simplement, en fait, voilà. C'est ça que j'aimais bien. Mais sans le savoir, parce que ça n'existait pas, donc je me disais pas à l'époque, c'est quand même bien sans internet, hein. Ah ouais. Non, parce que dans 20 ans, c'est fini. Donc voilà, en fait, voilà, c'était toutes les choses qui étaient possibles, les plaisirs en fait qui étaient possibles parce que internet n'existait pas. T'ouvrais un magazine, tu voyais la photo d'un nouvel album que t'attendais, t'étais déjà euphorique parce que tu découvrais la pochette pour la première fois. Donc moi des fois j'ai acheté le magazine juste pour ça. Genre je ramenais chez moi, je découpais la pochette de cet album que j'attendais, je le mettais au mur et tous les jours je regardais la pochette et je me disais attends, ça sort dans je sais pas 3 semaines, machin. C'était des joies mais tellement intenses, tellement fortes, et le matin, le jour de la sortie, quoi, quand t'arrivais chez le disquaire, tu cherchais où était le truc, tu lisais les textes des chansons avant de rentrer chez toi en imaginant celle-là je pense qu'elle doit être une chanson triste, celle-là je suis sûr qu'elle a l'air vachement rythmée et tout. Je me faisais des gros trips, c'était génial. C'est toute une relation qui est plus possible parce que maintenant voilà, dès que ça sort sur le net, tu t'écoutes direct sans même enfin je sais pas, il y a plus le côté c'est différent, c'est une nouvelle façon de faire, voilà. Donc ça je regrette un peu, et c'est pareil pour les films aussi, hein, voilà, tu voyais une bande annonce, tu chérissais dans ta mémoire, en fait, tu disais putain c'était tellement bien, et tu y repensais, et ça faisait bosser ta fanitude, en fait. Alors qu'aujourd'hui tu regardes la bande annonce, tu la revois 30 fois, puis après tu vas chercher ce qui merde dedans. C'est très différent l'approche, voilà. Mais alors, je dis ça, mais pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière, évidemment. C'est-à-dire que voilà, après, j'adore Internet, je suis un consommateur évidemment complet. Enfin voilà, je dis pas qu'il faut rétrograder, mais j'ai conscience de tout ce qu'on a perdu, quoi. Ça me rappelle quand j'étais à New York, j'avais demandé à une nana, je cherche un disquaire, et elle m'avait regardé, et pourquoi faire? Oh putain.
Ah putain, c'était terrible. Terrible, terrible. Qu'est-ce qui te manque le moins dans les années 70, 80, 90 le fait que les gens clopaient n'importe où, ça c'était vraiment relou, quoi. Même en tant qu'enfant, tu vois, c'était vraiment pénible. Genre dans les bagnoles, ton père qui te crachait sa clope à la gueule, mais au cinéma aussi, au restaurant et tout, enfin mais partout. Mais au cinéma c'était dingue. Moi je me souviens quand même, hein, j'étais genre au cinéma et genre mon père il avait le mégot comme ça, puis il me crachait la fumée dans la gueule, il faisait oh, tu as arrêté de parler parce que ça dérange les gens. Genre, et moi t'es là, je ne te vois pas, tu es où? Ah merde. Mais bon, c'était une autre époque, hein, on ne sensibilisait pas les parents sur le fait que voilà, la fumée de ta Marlboro, c'est pas génial pour le gamin, quoi. Donc voilà, bref. Et c'était la dernière question. Vous aurez remarqué que j'ai encore fait de très subtils changements derrière, mais vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment que chez moi, c'est cyclique. Je deviens fou si je ne le fais pas. Donc régulièrement, j'ai des crises. Voilà, non, ça va aller là, ça là. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.